Bonjour Alain Soral. Bonjour. Alors avant de commencer cet entretien, je tiens à vous remercier d'avoir eu la gentillesse de répondre à ces questions. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter, c'est-à-dire nous dire votre parcours, nous parler de votre parcours, votre travail de sociologue, d'intellectuel français, ou plutôt de dissident français, comme vous aimez à le dire, et votre combat actuel. Alors oui, comme il y a beaucoup de choses qui circulent sur moi sur Internet et souvent d'ailleurs fausses, j'ai 55 ans cette année, je suis né en Savoie en 58, j'ai vécu toute mon enfance en banlieue parisienne, à Meudon-la-Forêt, qui était la cité dortoir des usines Renault. Donc je suis né dans un climat de cité dortoir de banlieue assez mixte des années 60, où ça se passait assez bien d'ailleurs. Voilà, c'est ma formation, je dirais, mon idiosyncrasie de jeune Français de l'époque gaulienne, parce qu'en fait, je suis né en 58, ce qui est le retour de De Gaulle. Je suis un enfant de la Cinquième République, on va dire. Très bien. Mhm. J'ai arrêté l'école en terminale parce qu'à l'époque, je suis issu de la mouvance, on va dire, un peu néo-hippie, hein, compte tenu de ma génération. Donc, je suis parti avec un sac à dos en faisant du stop à Noël de ma dernière année scolaire. Donc je n'ai pas passé mon bac, ce qui fait de moi un autodidacte. Très bien, oui. J'ai par contre fait deux cursus qui étaient les deux seuls que je pouvais faire sans diplôme, c'est-à-dire sans le bac en France. C'est-à-dire j'ai présenté le concours des beaux-arts que j'ai eu et j'ai été admis sur dossier à l'école pratique des hautes études qui s'appelle l'école des hautes études en sciences sociales, chez notamment Castoriadis, voilà, considéré Ah, d'accord, très bien, oui. comme néo-marxiste, voilà. Mhm. Mais je suis un autodidacte et donc on peut dire de moi que sociologue c'est un terme abusif puisque d'abord je n'ai pas le diplôme et puis en plus j'ai pas un très grand respect pour ce qu'on appelle la sociologie d'État, qui est un peu une pseudo-science, hein. Donc je suis ce qu'on appelle un essayiste puisque j'ai écrit un certain nombre de livres qui sont des essais. Je suis aussi ce qu'on peut appeler un publiciste. Le vrai sens ne veut pas dire publicitaire, mais plutôt quelqu'un qui intervient dans l'espace public et dans le débat public, hein, Très comme bien, l'était oui, oui. Rousseau ou Voltaire. Oui. Donc je suis un essayiste, un publiciste. Voilà, sinon socialement, on peut dire que je suis un déclassé de la moyenne bourgeoisie supérieure. C'est intéressant de savoir d'où on vient. Je suis un patriote, je l'ai toujours été. Je suis passé par plusieurs phases politiques. J'ai été, disons, adolescent dans une mouvance, on va dire, d'extrême gauche, mais très peu politisé. J'étais plutôt sur la musique et ces choses un peu de l'époque néo-hippie. D'accord. Mhm. Je me suis intéressé à la question sociale petit à petit. Je me suis instruit par le marxisme. J'ai longtemps été proche de marxistes dissidents de l'école, on va dire, de Michel Clouscar, pour ceux Très qui bien. connaissent un peu maintenant, que j'ai contribué à faire un peu connaître. J'ai commencé à m'intéresser à la politique donc en adhérant au Parti communiste français. Mhm. Je m'en suis éloigné quand j'ai ressenti que le Parti communiste français avait abandonné toutes les bases du combat de classe et avait rallié, on va dire, la social-démocratie libérale. Je me suis momentanément rapproché de Chevènement à l'époque où Chevènement a réconcilié la gauche avec la question nationale. Mhm. Puis j'ai vu effectivement l'impuissance et les limites de Chevènement, ce qui m'a conduit à me rapprocher du Front National sans aucune gêne, car je Mhm. trouvais que Le Pen était le dernier patriote français, le dernier opposant réel au système, malgré ses lacunes en économie, les imprécisions et le côté un peu confus parfois de la maison Front National. Non, mais beaucoup d'Algériens se positionnent de la même manière. Beaucoup d'Algériens considèrent que Le Pen est un véritable patriote français. C'est le seul Français qui reste dans la classe politique. Oui, mais ça, les Franco-Algériens ne le savent pas, parce que les Franco-Algériens, en France, on confond les Algériens d'Algérie et les binationaux français, c'est-à-dire les Français d'origine algérienne qui ont souvent la double nationalité et qui, à mon avis, n'ont rien à voir avec les Algériens et qui leur font beaucoup de tort en termes d'image. Faut que vous le Ah oui, sachiez, hein. exactement. Oui. Les Français ne connaissent rien à l'Algérie actuelle et n'en savent rien. Et l'interprètent à travers les bandes de banlieue, quoi, ce qui est très triste pour vous. Ouais. Voilà, ça peut être un bon sujet, ça. Parce que visiblement, les médias ne sont pas très intéressés de faire comprendre l'Algérie réelle aux Français, ce qui est assez louche aussi. Il Oui, faudrait que mais en même temps, nous avons notre part de responsabilité Oui, puisqu'il n'y a mais de toute aucun façon, représentant. Enfin bref.
Oui. Tout le monde a toujours sa part de responsabilité, mais le constat est important. Voilà. Après, on agit comme on peut. Voilà. Donc, en revanche, j'ai quitté assez vite le Front National parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vraiment y faire passer mes idées complètement. Et surtout, moi, mon combat, je me suis rendu compte, c'est plus un combat pour la vérité qu'un combat pour le pouvoir. Donc, en fait, je suis pas un vrai politique de ce point de vue-là. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité coûte que coûte. Et Très je me bien. méfie des stratégies, disons des stratégies où je dirais la vérité politique est surdéterminée par la recherche du pouvoir, ce qui est toujours l'excuse pour effet de ne pas tout dire ou mentir partiellement et qui conduit toujours en général historiquement à l'opposé de là où on voulait aller. Très bien. Donc moi je mène un combat de vérité et c'est pour ça que j'ai créé Égalité et Réconciliation, Voilà, bah, mais c'est justement la deuxième question. Alors pourquoi vous savez... sans pour autant être hostile au Front National, je le dis tout de suite, qui je pense est le seul parti en France qui mérite un jour d'accéder au pouvoir pour essayer de changer un peu les choses, mais je m'en tiens à la marge, sans lutter ni pour ni contre, et par contre j'accompagne par mon travail critique l'effondrement de tout le système le système auquel appartiennent tous les autres mouvements politiques, y compris Mélenchon, y compris les Verts, le PS bien sûr, l'UMP. Voilà, donc mon combat, c'est un combat anti-système. Et donc ce combat anti-système me pousse à travers Égalité et Réconciliation à produire un travail critique permanent sur la domination par le système et aussi à faire pression, c'est vrai, à la marge sur le Front National pour qu'il reste un vrai parti d'opposition et qu'il ne soit pas tenté par les sirènes du ralliement au système. Voilà. D'accord, très bien. Donc vous êtes en train de nourrir le Front National afin qu'il prenne le pouvoir, tout Non, en gardant... non, j'en ai pas les moyens et c'est pas ma fonction, mais je dis que c'est le seul, disons, mouvement politique structuré contre lequel je ne lutte pas, parce que je trouverais ça totalement stérile, puisque dans le domaine de la politique politicienne, ça me paraît être le seul parti d'importance, puisque Marine Le Pen aujourd'hui fait 40% de satisfaction dans les sondages, ce qui est énorme. Donc ça la situe très au-dessus d'un Dupont-Aignan ou d'un Asselineau ou de gens comme ça très finalement assez marginaux en termes de sondage. Donc je suis un des seuls en France qui ne combat pas le Front National, tout en étant très critique sur certaines de ses positions. Je dis ça pour votre auditoire, parce que souvent des gens pensent me disqualifier en me présentant comme quelqu'un qui a des sympathies pour le Front National. Donc je le revendique immédiatement ou ouvertement, comme ça on gagne du temps. Je pense effectivement que le Front National est le seul parti de gouvernement, le seul parti de pouvoir qui mérite qu'on lui donne sa chance, voilà, puisqu'il a une vision réellement alternative sur des sujets très importants, qui sont aussi bien l'économie, c'est-à-dire le protectionnisme économique, la sortie de l'Union européenne, mais aussi le contrôle de l'immigration, la question très sérieuse et importante de l'identité française, etc. Tous ces sujets me paraissent fondamentaux, et c'est le seul le Front National ose les aborder, les autres nient souvent ces dimensions du politique ou alors mentent sur les autres sujets, comme vous pouvez le vérifier pour ceux d'entre vous qui regardent les médias français dominants, c'est assez visible. Voilà. Ah oui, oui, très visible. Alors, en ce qui concerne justement Égalité et Réconciliation, c'est une association, c'est bien ça? Alors, Égalité et Réconciliation est une association de la loi 1901, c'est-à-dire que c'est pas un parti politique, c'est une association et qui prétend, dans son intitulé, faire de la réconciliation nationale sur l'idée de réconcilier la gauche du travail et la droite des valeurs. Ce qui veut dire deux choses, en gros. C'est réconcilier la gauche du travail et la droite des valeurs, c'est-à-dire sortir du clivage gauche-droite qui nous est imposé en fait pour nous rendre impuissants par rapport au système et refuser cette bipartition, c'est-à-dire que nous prétendons que nous sommes de gauche sur certains sujets et de droite sur d'autres et qu'on ne veut plus se laisser piéger par cette injonction où on doit répondre si on est de gauche ou on est de droite. Donc on dit qu'on est de la gauche sociale contre la gauche, on va dire bobo, la gauche sociétale. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est, la gauche sociétale, c'est la gauche du mariage pour tous, on est contre. On est sur la gauche sociale, c'est-à-dire la gauche qui défend le monde du travail, qui défend le travail contre la violence du capital. Et par contre, on est de la droite des valeurs, c'est-à-dire de la droite morale, qui a beaucoup à voir avec les valeurs des religions transcendantes, le catholicisme, l'islam, qui a à voir avec les questions d'honneur, de fidélité, de respect des anciens, de respect des parents, de refus d'une certaine décadence morale, d'opposition ferme à la pensée libertaire, incarné notamment par Mai 68 et Cohn-Bendit et tous ces gens-là,
Et effectivement, cette droite des valeurs s'oppose aussi totalement à ce qu'on appelle la droite financière, c'est-à-dire la droite de pouvoir, qui elle non seulement est une droite antisociale, mais en plus qui se sert de l'alliance avec les libertaires pour achever d'écrouler toutes les barrières morales à l'extension intégrale de la logique du capital. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre pour comprendre égalité, réconciliation, c'est que nous pensons que le pouvoir, c'est l'alliance de la droite d'affaires et de la gauche bobo, ce qui est une certitude aujourd'hui, Oui. et que pour lutter efficacement contre cette alliance, il faut produire l'alliance inverse, qui est l'alliance de la gauche du travail, de la gauche sociale, avec la droite des valeurs. Voilà. Je pense que présenté comme ça devient assez clair. Et dans un deuxième temps, la réconciliation nationale, compte tenu de la situation actuelle française et de la façon dont le système très pervers essaye d'implanter et d'importer en France le conflit de civilisation en s'appuyant sur les problèmes d'immigration incontrôlée, c'est-à-dire de monter par tous les moyens les Français de souche contre les Français d'origine immigrée, majoritairement de confession musulmane. Nous sommes aussi pour la réconciliation nationale de tous les patriotes de toutes les origines au nom de la plus grande France, c'est-à-dire la réconciliation, pour être encore plus clair, des Français de souche en général catholiques avec les Français récents issus de l'immigration saharienne et subsaharienne, souvent de confession musulmane. C'est-à-dire que nous sommes là pour éviter le piège du conflit de civilisation qui veut pousser, et par une certaine gauche et par une certaine droite, à la confrontation violente entre Français de souche catholique et Français récents d'origine immigrée de confession musulmane. Voilà, donc égalité-réconciliation existe sur ces deux plans-là, c'est-à-dire un plan, on va dire, économico-politico-idéologique, et aussi un plan plus religieux. Voilà, donc nous faisons de la réconciliation nationale intégrale. D'accord. Donc c'est pour la réconciliation nationale, mais est-ce que vous ne faites pas aussi ce que vous avez déjà appelé vous allez fédérer les partis, fédérer les pouvoirs, ou bien réunir tous les dissidents pour avoir un certain point face au système que vous avez parfaitement identifié? On essaye d'être efficace dans un travail de critique et donc de dissidence, mais en dehors de la politique traditionnelle. En fait, on est presque dans une logique aujourd'hui de réseau alternatif et de contre-société, c'est-à-dire que finalement, plutôt que d'essayer de prendre le pouvoir ou d'attaquer le pouvoir, on essaye finalement de proposer aux gens une alternative intégrale, c'est-à-dire exactement comme les dissidents soviétiques à un moment donné décidaient de sortir du mensonge officiel, et par l'idéologie et aussi par la vie réelle et par la vie concrète. Donc en fait, on crée des réseaux de solidarité et plutôt que d'essayer de se faire inviter à la télé pour apporter un petit commentaire qui sera entièrement balisé par la façon même dont sont structurées les émissions, on s'organise sur Internet, on s'organise aussi en termes de maisons d'édition pour ne plus essayer d'être édité par des éditeurs vendus, mais on édite nous-mêmes. Avec Dieudonné, on fait des DVD, c'est-à-dire qu'on est sur une logique de contre-société, ce qui rejoint un peu la façon dont fonctionnaient finalement les mouvements alternatifs des années 60-70, qui plutôt que de s'investir dans le champ politique et de se faire corrompre par le champ politique, ce qui est l'histoire du trotskisme et des professionnels de la politique issus de mai 68, qui sont parmi tous les capots et les salopards du régime aujourd'hui, c'est même les pires, vous pouvez le vérifier. On essaye d'exister en dehors, on essaye d'exister ailleurs et on essaye d'être exemplaire, c'est-à-dire que les gens nous rejoignent, parce que finalement ils nous trouvent plus fréquentables, plus intéressants, plus sympathiques, plus humains que ceux qui sont en face. Voilà. Donc nous, quelque part, essayer de sortir du piège du politique, puisque finalement rentrer dans le combat politique, c'est déjà accepter les règles du politique qui nous sont imposées par ceux qui détiennent le pouvoir politique. Et on a compris, et je l'ai compris personnellement par un long parcours, qu'en acceptant ces règles-là, on commence indépendantiste guyanaise comme Madame Taubira, et puis on finit ministre de la garde des Sceaux, à faire passer toutes les saloperies finalement avec un masque d'africaine en plus pour que ce soit toujours les pauvres et les communautés à la marge qui assument les saloperies de ceux qui sont cachés derrière. D'accord, très bien. Égalité et réconciliation, c'est aussi un moyen, un outil pédagogique dans lequel vous conseillez des livres, dans lequel vous partagez des vidéos, des articles, tout ça. Oui, c'est-à-dire que nous, plutôt que de faire de la politique politicienne de slogans et de séduction, on essaie de faire de la formation. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, on va pas vous dire pour qui voter ou quoi penser, on va essayer de faire en sorte de vous offrir un appareillage critique et même une culture que le système vous cache ou auquel il vous empêche d'accéder. Et on pense que finalement, pour qu'un citoyen vote bien, le mieux est de faire monter son niveau de conscience et pour ça de lui offrir
des alternatives en termes d'analyse, en termes de lecture, etc. Et que c'est à lui finalement de comparer. Et quand il a le choix, d'une certaine manière, souvent il fait le bon choix. En fait, quand Ah, il d'accord. propose aux gens les bonnes lectures, les bons livres, et qu'il découvre qu'il y a d'autres livres que ceux que leur impose l'éducation nationale, souvent il est capable, par son instinct assez sûr, qui est l'instinct du peuple, je dirais, du bon sens, de finir par comprendre ce qui est le mieux et ce qui est le moins bien. Et c'est comme ça qu'on procède plutôt que par slogan, séduction, stratégie, alliance. Sophisme. D'accord, Pardon. très bien. Oui. Oui, donc on fait de la Oui. formation. Beaucoup. Notre enfin la majeure partie de notre travail, c'est de faire de la critique, de la critique notamment médiatique, pour être une critique alternative à la critique officielle, qui est en général une apologie du système de domination, et d'offrir aussi de la culture alternative par des éditions de livres oubliés, de livres interdits. D'accord, très très bien. Et ça fonctionne plutôt bien, ce qui est assez rassurant, c'est-à-dire que ça fonctionne d'ailleurs tellement bien que là, nous avons, depuis la semaine dernière, une énorme attaque de la LICRA qui nous fait 5 procès en même temps pour essayer de couler notre petite maison d'édition Contre-Culture en nous demandant des sommes faramineuses, plus de 100 000 euros d'amende, de Ouais. condamnation, etc., pour essayer de nous couler. Car eux ont bien compris effectivement que notre travail était efficace et mettait en danger ce qu'ils représentent. D'accord, très bien. Donc ça prouve que votre travail est efficace, vous l'avez dit. Pour en finir avec cette question, est-ce que vous avez déjà pensé à faire une sorte de petite réunion de la dissidence pour rassembler toutes vos forces? Donc je parle notamment de Étienne Chouard, de San Giorgio, d'Hilar et de Michéa, parce qu'il y a des gens qui suivent, il y a des personnes qui suivent sur Internet les interventions, comme par exemple de Chouard, mais qui sont pas tout à fait d'accord avec ce que Alain Soral dit. Ils nous disent non, il est Oui, proche mais oui. justement ça, on veut éviter ce genre d'essayer de faire des rassemblements à toute force où il y a toujours la question de savoir qui aura le leadership. On n'a pas besoin de ça. Les gens, on donne nous sur Égalité et Réconciliation le site accès à Chouard, à Hilar, mais aussi à Kémy Séba. On donne accès à tous ceux qui produisent une pensée et une analyse dissidente pour que les gens aient la multiplicité des points de vue et des choix, ce qui peut Ouais. qu'élargir leur conscience et nourrir leur capacité critique. On n'essaye pas de faire de fédérer ce qui serait forcément une hiérarchisation, parce qu'il faudrait savoir qui se soumet à l'autre. Donc on pense que c'est pas la peine de faire plus que ça, sinon ça serait déjà faire de la politique. Hein, et Oui, je mais faire de la politique dissidente, subversive. Oui, mais Il la faut politique toujours dissidente qui fait comme les autres, c'est-à-dire qui essaye de trouver un champion en soumettant les autres pour qu'il aille à la bataille avec les autres qui finalement concèdent sur certains points des choses qui leur plaisent pas. On fera finalement comme les autres quand les Besancenot, les je sais pas quoi, les Mélenchon et tout ça se réunissent pour essayer de faire ou les écologistes de gauche et de droite essayent de s'allier. Tout ça, pour moi, c'est de la merde. Vous voyez, je veux pas faire ça, ça m'intéresse pas. C'est de la cuisine. C'est plus moi ce qui m'intéresse, c'est le combat pour la vérité, le combat pour l'intelligence, combat pour la diffusion des pensées diverses. Moi, je suis pas d'accord avec tout avec Chouard, je suis pas d'accord avec tout avec Hilar. Hilar et Chouard n'ont pas grand-chose à voir puisqu'il y en a un qui est on va dire un homme de gauche intégral et l'autre qui est un catholique mystique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner la parole aux deux, de voir l'honnêteté des personnages, la cohérence de leur vision, et que les gens puissent se nourrir de ça pour essayer d'élever leur conscience citoyenne. Ça me suffit. Voilà, je vous dis, mon combat, c'est la vérité, c'est pas le pouvoir. Voilà, Oui, oui, d'accord. finalement, là, vous posez une question qui est encore une logique de pouvoir, c'est-à-dire peser pour s'en rapprocher du pouvoir, que moi-même je prenne le pouvoir dans la dissidence. Ça m'intéresse pas, parce que c'est que de la mauvaise cuisine. J'ai été au Front National, j'ai été au Parti communiste, j'ai vu ce que c'était que cette cuisine permanente pour essayer effectivement de combiner des petits pouvoirs pour faire un pouvoir plus grand, en tenant compte des égos, des petites stratégies de chapelle, avec les petits trucs en douce, les non-dits, etc. C'est beaucoup d'énergie dépensée pour beaucoup de médiocrité. Voilà, je vais le dire de façon prétentieuse, j'ai trop de talent et trop d'intelligence pour jouer à ce jeu-là. Je laisse ça aux politiques. Je ne suis pas un politique. Les politiques n'ont pas mon niveau intellectuel, mon niveau de culture. C'est pour ça qu'ils jouent à ça. Moi, non. Voilà, à la limite, je laisse ça à Marine Le Pen, vous voyez, c'est son boulot à Marine Le Pen. Elle n'a pas le 10e de ma culture intellectuelle et historique, mais elle fait ce travail de fédération, etc., pour se rapprocher du pouvoir. Donc moi, je la laisse faire et j'essaye de faire pression sur elle de manière à ce que si jamais elle se rapproche du pouvoir, qu'elle en fasse quelque chose d'utile, vous voyez. C'est en ça qu'effectivement que je ne suis pas un apolitique ou un anti-politique comme Michéa qui est dans l'anarchisme chic.
pour des raisons, je dirais, de protection de sa personne et de son salaire, puisque c'est un enseignant de l'éducation nationale. Donc il y a une division du travail. Je laisse Marine Le Pen se battre pour le pouvoir avec tout ce que ça implique de médiocrité, mais aussi de médiocrité nécessaire en termes de politique pure. Et moi, je fais un travail différent, qui est un travail, je vous dis, de plus de vérité, de culture, et je m'arrange pour faire pression sur ce parti qu'est le Front National, pour que si jamais il se rapproche du pouvoir, qu'il ne gâche pas ce pouvoir, voilà. Tout en ayant peu d'illusions, parce que de toute façon, le pouvoir est toujours la compromission. Mais si on essaye voilà, donc on a à la fois les mains dans le cambouis d'une certaine façon, et en même temps, on reste dans les idées pures, et on essaye de bien séparer les deux, parce que finalement, quand on mélange les idées pures et le cambouis politique, ça donne des mauvaises idées et du mauvais politique. Ça, je l'ai vérifié. Et puis toute l'histoire je dirais, de ce qui s'est passé en France depuis les années 70 le démontre. Hein. Donc voilà, je ne sais pas si vos auditeurs comprendront, mais moi c'est le fruit d'un long parcours où j'ai beaucoup essayé, beaucoup tâtonné, et voilà, tout ça est la conséquence d'échecs répétés et constatés. D'accord, très bien. Merci. Alors, on passe à la question suivante, qui a plus un rapport avec l'université, avec nos enseignants et étudiants. On aimerait bien avoir votre avis sur votre parcours, sur ce que vous pensez de l'université, des grandes figures qui sont enseignées à l'université. Je pense notamment à Barthes, à Chomsky, et puis je sais même pas s'ils sont enseignés. Oui. Je sais même pas s'ils sont enseignés en France aujourd'hui. Ça, c'est des gens qui. Bon, Chomsky, il bénéficie, comment dirais-je, de l'impérialisme américain, parce que finalement, il a beau prétendre lutter contre. Oui. Finalement, il est considéré par les médias dominants américains comme le plus grand intellectuel du monde vivant, parce qu'en fait, il est membre de l'empire qui écrase tout le monde. Il serait pas américain, on n'en aurait jamais entendu parler, parce que sa pensée est relativement indigente, et surtout cette espèce de gauchisme a été produit en France par des Sartre. Enfin, je veux dire, on a plein de penseurs dans le monde dans les années 60-70 qui ont fait largement aussi bien que lui. Donc Chomsky, c'est très paradoxal, puisqu'en fait, il est le critique du système proposé et imposé par le système, et il n'est considéré comme un grand intellectuel que parce qu'il est américain, pour pas dire plus d'ailleurs. Il n'est pas qu'américain, au cas où ça vous aurait échappé. Et c'est finalement le New York Times qui dit que c'est le plus grand intellectuel du monde. Pour moi, je le trouve carrément faible. Hein. Je trouve, on a de bien meilleurs intellectuels chez nous, bien plus puissants, bien plus profonds notamment Michel Clouscar, mais même un Guy Debord est plus intéressant. On n'a pas besoin de Chomsky pour penser. Hein, voilà. Quant à Derrida, c'est un escroc. Pour moi, c'était un mondain et un escroc. Il faisait du talmudisme laïque, quoi. Et il n'en reste aucune trace. Le grand intellectuel français de la génération, c'est René Girard. C'est le seul qui ait produit quelque chose avec sa théorie mimétique et qui était très décrié d'ailleurs en France dans les années 70-80 et aujourd'hui est considéré comme un des rares penseurs français qui ait produit quelque chose dans la séquence, on va dire 70-90. Donc c'est la revanche posthume, je dirais, enfin même s'il est toujours vivant, de Girard sur Derrida. Derrida n'intéresse plus personne, c'est rien, c'est du vent. Quant à Barthes, il a été très intéressant à l'époque où il faisait de la sociologie marxiste, à l'époque de mythologie. Puis après, c'est devenu un penseur homosexuel frivole de très mauvaise qualité à partir de fragments d'un discours amoureux qui a très très mal vieilli. Donc en fait, l'université produit de l'idéologie d'État, de l'idéologie dominante. C'est une évidence éternelle. Hein. Ouais. Donc les grands penseurs sont souvent en marge de l'université. La meilleure preuve étant le statut qu'avait dans les sciences humaines Bourdieu pendant 20 ou 30 ans, alors qu'il n'y a pas de pensée chez Bourdieu. J'ai passé ma vie à l'expliquer, et vous verrez que ça sera de plus en plus vérifié. Il reste rien de Bourdieu. Bourdieu, c'est un enfonceur de porte ouverte. C'est écrire en 400 pages ce qu'un chauffeur de taxi pourrait comprendre en 10 minutes de conversation de bistrot. Ah ouais, c'est souvent faux en plus, et c'est toujours à la remorque du pouvoir. Hein, toujours. Ça accompagne toujours l'idéologie dominante. Quoi. Ouais. Donc les grands penseurs ne sont pas là, non. D'accord. Et sur Jacques. Oui. Sur qui? Sur Jacques Lacan, par exemple. C'est rien, Jacques Lacan, tout le monde en a rien à foutre aujourd'hui. Le structuralisme en psychanalyse, c'est du vent, quoi. Je veux dire, c'est zéro. On sait même pas c'est de la scolastique. C'est un sujet de plaisanterie aujourd'hui. Donc tout ça, c'est plus enseigné, c'est oublié totalement, ça ne sert à rien. Et en fait, si on peut encore se servir de penseurs aujourd'hui, il y en a qui restent. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont produit une pensée, je sais pas, il y a Kant sur
sur l'humanisme, il y a Hegel sur la pensée dialectique, il y a Marx sur la critique de l'économie politique et sur la société bourgeoise, il y a Saussure sur la linguistique fonctionnaliste. Enfin, il y a de quoi. Il y a en anthropologie, en paléoanthropologie, il y a le Roi-Gourand, il y a Viré Gordonschild. Enfin, il y a des tas de penseurs qui permettent de construire sa pensée, mais souvent ils sont un peu en marge de l'université. Hein. Moi, j'ai pu étudier tous ces gens-là parce que j'étais pas étudiant justement. Si j'avais été à l'université, j'en aurais jamais entendu parler, hein, je crois. Ouais. Donc après, je réfléchis. Oui, il y a René Girard qui est intéressant. Il y a Kluskar dont je parle souvent. Puis sinon, il y a les penseurs de droite très intéressants comme Carl Schmitt, hein, qu'il faut pas négliger. Les penseurs de la tradition qui sont pas inintéressants non plus. Les Guénon, les Evola, Massignon, Corbin, etc. qui sont pas inintéressants. Il y a le grand penseur pour moi de la modernité, mais de la modernité sérieuse, qui est Rousseau, évidemment. Ah, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, effectivement, que j'ai lu toute ma vie. Je crois que les grands penseurs, oui, c'est ceux qui tiennent la route. Oui. En ce moment, il y a Michéa qui est à la mode et qui est pas mal parce qu'il est sur la double pensée libérale, là, qui était déjà dans le travail de Michel Kluskar dans les années 70, mais qui est pas mal. Oui. Parce qu'on est quand même dans une période d'indigence intellectuelle énorme, hein, qui correspond à un système marchand qui n'a même plus besoin non seulement qu'il a plus besoin de la raison et de l'intelligence bourgeoise, on va dire, pour fonctionner, mais qui a besoin même de la détruire, parce que cette intelligence bourgeoise et cette raison se retourneraient contre la logique. Contre le système, oui. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on est toujours dans une logique de destruction de la raison, même si à une époque, la bourgeoisie est montée en accompagnant la raison contre la religion, vous voyez. Aujourd'hui, la bourgeoisie, pour se survivre à elle-même, a besoin de la destruction de la raison, et en plus, pour des raisons qui vous ont pas échappé, il y a une talmoudisation de l'idéologie dominante qui est de plus en plus visible, hein, qui est donc une sophistique. Hein. Oui. Ça fait une double destruction de la raison. Destruction de la raison par la bêtise, et destruction de la raison par l'émotionnel, l'immédiateté, et destruction de la raison par le sophisme systématique et froid, hein, c'est-à-dire et ça, c'est la séquence actuelle. Hein. C'est une séquence où la raison est très malade, et donc effectivement, même une Hannah Arendt, qui était considérée comme une penseuse de troisième zone dans les années 70, à juste titre, hein, c'est de la pensée de bonne femme, aujourd'hui n'est pas si mal à côté de ce que des penseurs indigents qu'on nous propose. Les Attali, qui sont des faussaires, hein, des gens qui normalement devraient être en prison, des escrocs et des faussaires. Et je vous parle pas des Caroline Fourest, parce que là on est carrément face à des hystériques. Il y a des gens qui sont dans la psychiatrie pratiquement. Hein. Aujourd'hui, on nous vend comme maître à penser ou comme clerc critique des gens qui sont à la limite de la folie et de la clinique. Vous voyez, c'est un signe des temps. C'est un signe des temps. D'accord. À gauche comme à droite, hein, que ce soit Caroline Fourest, Elisabeth Lévy ou même Frigide Barjot, il y a toute une série de folles et d'hystériques aujourd'hui à qui on confie le micro pour nous faire des commentaires, vous voyez, des analyses. Ce qui est assez, c'est plus l'époque de Raymond Aron, de Lévi-Strauss ou de Jean Cau, vous voyez, il y a eu une époque, et à gauche et à droite, des gens qui étaient structurés intellectuellement, qui avaient André Jamais encore aujourd'hui représente cette tradition. C'est-à-dire de gens qui ont une grosse culture et qui savent bien se servir de leur cerveau par la maîtrise de la logique, vous voyez. D'accord. Tout ça est en train d'être détruit complètement. Ok. Alors, à l'université de Batna, c'est un peu différent, puisque parmi tous les auteurs que vous avez cités, on en reconnaît, enfin j'en ai reconnu peut-être 4 ou 5. Mais nous, c'est beaucoup plus, surtout Chomsky, Dominique Minguenot, je sais pas si vous connaissez. Jamais entendu parler, vous voyez. D'accord. Ah bon? Non, jamais. Je sais pas qui c'est. D'accord. Jean-Michel Adam. Jamais entendu parler. Orecchioni, Julia Kristeva. C'est de la merde, c'est du structuralisme des années 70. Il y a très longtemps que ces gens-là ne sont plus étudiés en France. Hein. C'est considéré comme linguistique structuraliste, féministe en plus des années 70. Pour nous, c'est le fond du panier. Hein. C'est vraiment de la perte de temps. Hein. Et ça peut expliquer pourquoi, quand Barthes, vous aviez tout à l'heure dit que Barthes a commencé à déconner à partir de fragments de discours amoureux.
Oui, enfin là, ça s'est D'accord. vu clairement, là, hein, oui. D'accord. Eh ben, c'est peut-être à ce moment-là qu'il a commencé à fréquenter Julia Kristeva, parce qu'ils étaient, Oui, oui, ils oui, étaient- c'est hein. Saint-Germain-des-Prés, tout ça, oui. Ah, exact. Oui, c'est C'est ça. la gauche déconstructionniste qui a parachevé le travail de destruction qu'avaient déjà fait les freudo-marxistes. En fait, on est tout ça dans un processus d'effondrement de la pensée critique, Ah, qui consiste à détruire tous les piliers de l'humanisme français, c'est-à-dire des grands penseurs qui, quoi qu'on en dise, ont structuré la pensée critique française qui a assis le pouvoir, on va dire, épistémologique et le sérieux de la bourgeoisie. Et je vous dis qu'après, il y a eu cette espèce de marche arrière où il a fallu détruire tout ça, et ça s'est fait étape par étape. ah, Euh, et on s'est servi pour ça, effectivement, de l'existentialisme avec Sartre, qui était déjà de la merde, hein. Et puis après du structuralisme, qui était encore pire, parce que plus conceptuellement plus arrogant, et avec Althusser, etc. Enfin, tout ça, cette réflexion-là, elle est faite en France depuis longtemps, hein, sur ah, d'accord. l'humanité de tous ces trucs-là. Et après, on a eu effectivement tout le structuralisme en linguistique, en anthropologie, en poétique. Et puis après, on a eu, après le structuralisme, on a eu le déconstructionnisme, hein, et le postmodernisme, vous voyez. Mais ça, c'est les années 80, hein, c'est les années 80. Donc D'accord. depuis en fait, c'est le chaos, quoi, hein. Il n'y a même pas de pensée des années 90, hein. Après, c'est le désert et puis le montée de la pensée réactionnaire, c'est-à-dire des gens qui essayent de réhabiliter des penseurs qui savaient, qui pensaient. Et là, on a finalement, on a un Finkielkraut aujourd'hui qui surfe là-dessus, vous voyez, qui réintroduit des penseurs de droite Ah, sur d'accord. ce chaos, quoi, voilà, en prétendant inventer quelque chose, alors que c'est rien finalement. Ouais. Euh, Mais oui. non, non, je Ah, réfléchissais si je trouvais d'autres noms. ah, d'accord. Oui, il y a celui qui fait de la médiologie aussi là. En La fait, on a dit, médiologie. oui, l'ancien copain de Che Guevara là en France, Régis Debray, vous voyez, il y a des gens Ah, comme ça en ce moment qui surnagent un peu parce que finalement ils réintroduisent la pensée critique un peu, je dirais, classique, vous voyez. hmm, Et du coup, ils ont un petit prestige, ou Michéa même, Michéa qui refait une critique finalement assez néo-marxiste de la pensée libérale et de l'épopée libérale, et ben, a un certain prestige aujourd'hui, vous voyez. Donc d'accord. finalement, après la destruction totale qui a suivi la postmodernité, les penseurs aujourd'hui un peu respectables et respectés sont ceux qui réintroduisent un peu de pensée classique, vous voyez. D'accord, d'accord. Alors, toute cette culture de la pensée, tous ces intellectuels que vous jugez pertinents et utiles dans les années 80 et 90, ici en Algérie, c'est pas du tout la même chose. Ce ne sont pas les mêmes références. Et l'idéologie universitaire en Algérie, elle est plutôt concentrée sur les médias français, sur l'idéologie mondialiste euh, et sur. De toute façon, tous les penseurs à l'université, c'est qu'ils c'est qu'ils ont ils ont le même rang. Il n'y a pas de hiérarchisation. On ne peut pas dire, par exemple, à l'université que cet auteur est plus pertinent qu'un autre. Tous les auteurs se valent, en quelque sorte. Vous saisissez un peu. Ouais, ouais. Enfin, moi, je vous dis, je me tiens très loin de l'université et j'en ai jamais été. Donc, je regarde ça comme quand on va au zoo, vous voyez, les animaux dans une cage, parce qu'ils sont tous dans des cages. En plus, c'est les cages de fonctionnaires d'État. Hein. Faut pas oublier qu'ils ont beau faire les malins, ils travaillent on travaille toujours pour qui vous paie. Donc, ce sont l'État qui les paie. Ils travaillent pour l'État, d'une façon plus ou moins directe ou visible. Donc, D'accord. donc moi, je connais pas du tout l'université algérienne, mais visiblement, ceux qui se plaignent de la colonisation française n'en sont toujours pas sortis, visiblement, il semblerait que vous imitez l'université française avec en plus 20 ans de retard, d'après ce que je comprends. Si Bah vous êtes voilà. encore, si vous êtes encore sur les structuralistes, les post-structuralistes, les déconstructionnistes, nous, nous aujourd'hui, l'université française, ça consiste à faire des masters d'économie appliquée aux États-Unis, HEC et Sciences Po, c'est-à-dire animateur d'idéologie dominante pour le journalisme et la politique, et sinon techno-gestionnaire des multinationales. Les sciences humaines et tout ça, plus personne n'en a rien à foutre, hein, je vous le garantis. Hein. Aujourd'hui, c'est l'américanisation intégrale de la France, la soumission totale de l'humanisme français au pragmatisme anglo-saxon. Et aujourd'hui, un jeune de la bourgeoisie fait du droit, de la gestion, de l'économie et finance ou du journalisme, vous voyez, c'est-à-dire de l'idéologie pure comme à Sciences Po, vous voyez. Il y a même Mhm. plus, on s'en fout maintenant du bagage philosophique
etc. C'est fini. Alors peut-être que vous avez encore cet attachement à ce petit prestige qui était très français, mais même nous, on l'a abdiqué, hein. On n'y croit plus, hein. D'accord. Question suivante. Ça concerne les médias. Parce que vous dites que les médias sont l'émanation du système. Donc, les médias ne servent qu'à contrôler. Alors que la plupart des gens ici. C'est pas très dur à dire. Il suffit de voir à qui appartiennent les médias. En France, les médias appartiennent aux marchands d'armes et au lobby, on va dire, talmudo-sioniste, hein, voilà, c'est au monde de la finance, on va dire, et aux marchands d'armes. C'est-à-dire d'un côté c'est Rothschild et l'autre c'est Lagardère, hein, donc marchand de missiles et grande banque juive. Voilà, c'est clair et net, hein, voilà. Donc c'est d'un côté Libération, c'est Rothschild, donc ça, c'est la gauche, enfin la gauche sociétale. Dont on a enlevé tout le contenu social, et de l'autre côté la droite, c'est-à-dire la droite qui s'identifie à la violence pure, c'est-à-dire la vente des canons, vous voyez. Donc on a le mensonge de gauche avec Rothschild et la violence de droite avec comment dirais-je, avec Lagardère, et ça vous donne Le Figaro et Libération, et tout est comme ça, voilà. Donc là je vous ai fait un résumé assez simple. Donc les médias c'est ça, hein, c'est le mensonge de gauche au service de la violence de droite, vous voyez. D'accord. Et c'est tout. Quand on a dit ça, la discussion s'arrête. Un journaliste est choisi par son rédacteur en chef et fait ce qu'on lui demande. Le rédacteur en chef est nommé par le directoire financier du journal et fait ce qu'on lui dit. Et donc voilà, il n'y a aucun quatrième pouvoir en France. Je ne sais même pas si peut-être ça existe aux États-Unis un peu, mais en tout cas en France ça n'existe pas, puisqu'en plus tout ça est déficitaire et marche avec l'argent en fait des impôts en douce, c'est-à-dire l'argent de l'État et la publicité. Donc après vous regardez qui contrôle la publicité en France et vous verrez derrière Publicis. Donc moi mes analyses elles sont carrées, vous voyez. Donc les médias obéissent intégralement, on va dire en dernière instance, au monde de l'argent, voilà. Hein, à la logique de l'argent, voilà. Et tout le reste c'est de la poudre aux yeux. Voilà. Ok, très bien. Alors pour revenir à l'enseignement et l'apprentissage, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur ce que doit être normalement l'enseignement et l'apprentissage, et notamment à l'université? Puisque quand on est à l'école primaire, c'est beaucoup plus pour formater ou bien contrôler les consciences des petits. Et puis à l'université, ça perdure avec l'idéologie marchande. Donc, à votre avis, comment doit être vu ou bien perçu l'enseignement? Comment on doit enseigner et comment on doit apprendre? C'est une question tellement vaste et tellement éternelle. Par exemple, le travail de pédagogie. Par exemple, le travail. Ce qui est sûr, c'est que la modestie et l'honnêteté en pédagogie, c'est de jamais séparer les concepts de l'histoire, hein. C'est-à-dire, voilà, d'essayer de voir effectivement comment les idées émergent dans l'histoire, pourquoi elles émergent à certains moments, en quoi elles sont toujours liées aux conditions pratiques et aux questions pratiques de l'époque dans laquelle elles naissent. Ça, en général, ça introduit. Si on fonctionne pas comme ça, on ne pense pas. Vous voyez, les gens qui parlent du fascisme à travers les âges, ou qui étudient l'émergence d'une secte religieuse ou d'un courant de pensée, ça peut être, je sais pas, l'humanisme à partir de la Boétie et Montaigne, sans analyser les modifications des rapports de production, du système de production, etc., etc. C'est toujours très faiblard et ça conduit toujours à beaucoup d'arrogance et beaucoup de naïveté. Mais évidemment, ce genre d'apprentissage demande déjà un certain niveau d'éveil intellectuel et on ne peut pas commencer dans les petites classes. Donc, moi, le bon sens, c'est que dans les petites classes, on apprend les fondamentaux, c'est-à-dire à lire, à compter, à lire et à compter. Parce que sans maîtrise du langage et sans maîtrise de l'arithmétique, on ne peut pas penser. Et puis après, on développe son cerveau essentiellement par il semblerait, la culture historique, c'est-à-dire d'où on vient, et peut-être aussi, effectivement, le lien entre l'histoire et la géographie, ce qui peut amener un peu de géopolitique. Il me semble que, moi, c'est ce que je trouve sérieux. En fait, moi, toute ma vie, j'ai essayé de comparer très librement les pensées qui me semblaient sérieuses par rapport aux pensées qui me semblaient frivoles, faible, superficielle, et tout ça toujours vérifié par le vécu, les choses très pratiques, vous voyez, ce qui marche et ce qui ne marche pas d'une certaine manière. Ah, d'accord. Mais effectivement, le statut de l'étudiant n'est pas tellement compatible avec comment dirais-je, cet impératif de sérieux. Moi, j'ai pu être lié au sérieux parce que je suis un autodidacte et qu'il a toujours fallu que je finance mes études, d'une certaine manière, que j'autofinance ma culture. Alors qu'un étudiant étant protégé par un système, finalement, peut être exactement comme un animal de zoo par rapport à un animal sauvage, finalement dans une vie
intellectuel très artificiel et très protégé, ce qui peut l'amener à énormément de conneries, comme quand on voit d'ailleurs les jeunes d'extrême gauche descendre dans la rue récemment pour la mort du petit Méric, là, qui avait quand même eu très bien au bac et qui avait intégré Sciences Po. C'était sans doute le plus gros crétin que la Terre ait porté. C'était une synthèse, comme disait Céline ou Audiard, voyez. Et quand on voit les jeunes d'extrême gauche manifester dans la rue après, on a là l'échantillon le plus stupide, de gens les plus stupides que la Terre ait porté, alors qu'ils sont tous étudiants. Et ils sont largement aussi bêtes que des racailles de banlieue qui ont bac -8, vous voyez ce que je veux dire, qui savent à peine lire et écrire. Au moins, c'est les types de banlieue ou un peu de bon sens, vous voyez. Ils sont presque, je dirais, ils ont une forme d'instinct animal. Ils sont encore liés à l'intelligence de l'éthologie, alors que les autres sont des crétins absolus, vous voyez. Donc c'est finalement le paradoxe, c'est que je me demande si l'université structurellement peut produire vraiment de l'intelligence. Malheureusement, il y a quelque chose de récurrent dans l'histoire, c'est que souvent les intelligences viennent d'en dehors de ce genre de structure faite pour produire de l'intelligence en série, vous voyez, et que le génie éclot toujours en dehors. Je prendrais comme meilleur exemple Jean-Jacques Rousseau, qui est un autodidacte, un atypique total, et qui est sans doute le cerveau le plus puissant qui ait produit notre Occident, je dirais, chrétien de l'époque, effectivement, où le concept se mit à dominer le monde à travers la montée de la bourgeoisie. Voilà, Rousseau est sans doute le penseur le plus profond qui a inspiré le plus de penseurs au monde, et pourtant il n'est pas sorti de la... Si on fait une comparaison avec aujourd'hui, il est un autodidacte totalement atypique, et décrié d'ailleurs toute sa vie. Hein. Oui. Donc, voilà, quand on a dit ça, finalement, il est fatal que l'université produise de l'intellectuel de série, et l'intellectuel de série, c'est comme le poulet d'élevage, vous voyez. Ça vaut pas ça vaut pas le poulet fermier, hein, ça vaut pas le poulet sauvage, quoi. Mais le poulet sauvage, forcément, est plus rare, plus difficile à contrôler, et quantitativement beaucoup moins nombreux, quoi. Oui. Donc voilà, j'ai les gens les plus intelligents que j'ai rencontrés quand ils étaient des universitaires, étaient des marginaux dans l'université, des maudits de l'université, et les plus gros connards que j'ai rencontrés étaient des premiers de la classe et des types qui, comme Bourdieu, avaient la médaille d'or, finissaient saint patron du Collège de France, avaient des médailles, vous savez, ce qu'on leur donne des médailles, des échelons, vous voyez. Il avait toutes les décorations, vous savez, comme un général bardé de décorations qui a jamais mis le pied sur un champ de bataille, vous voyez. Voilà, c'est un peu la même chose. Voilà. Et moi, j'ai la conviction intime, du haut de mon intelligence pratique, que Bourdieu était un crétin. J'en suis intimement persuadé, je le sentais d'instinct et je peux passer des heures à le démontrer par le concept. Vous voyez. Et d'ailleurs, pour moi, il y a deux catégories dans les sciences humaines de personnes. Il y a ceux qui comprennent d'instinct que Bourdieu, c'est du vent, et ceux qui comprennent pas et qui s'accrochent à Bourdieu en disant mais pourquoi vous n'aimez pas Bourdieu? Il a pourtant démontré dans de la distinction, machin. Et je dis bon vous êtes un imbécile, et effectivement, un imbécile lit des imbéciles et se repaît dans les lectures des imbéciles parce qu'il se trouve intelligent à travers les écrits d'un imbécile. Et c'est malheureusement comme ça. C'est difficile d'expliquer à un imbécile qu'il est bête. Parce que pour ça, il faudrait qu'il soit plus intelligent. Donc là, il y a une contradiction logique. Vous voyez, il faut être intelligent pour comprendre qu'on est bête. D'accord, très bien. Alors, pour les livres qui vous ont formé, donc pour acquérir cette intelligence pratique, quels sont les livres qui forment, ce ne sont pas seulement des livres théoriques. Le livre, sans doute, qui m'a le plus apporté intellectuellement, c'est peut-être Illusion perdue de Balzac. Et de manière plus large, la comédie humaine de Balzac, c'est-à-dire les œuvres littéraires de Balzac. Une description du fonctionnement de la société bourgeoise qui est sans doute la plus fine. Et je crois d'ailleurs que Marx disait que quand on avait lu Balzac, on n'avait plus besoin de le lire, ce qui me paraît assez vrai. Hein, donc il y a des essais. Donc moi, ce qui m'a formé intellectuellement, c'est des grands romans comme les romans de Balzac, notamment Illusion perdue, et puis des livres conceptuellement très ardus comme notamment la phénoménologie de l'esprit de Hegel, vous voyez, ou plus accessible à Raison dans l'histoire, vous voyez. Et cet aller-retour entre la littérature et le concept est très très important à mon avis. Il faut lire et les frères Karamazov et aujourd'hui, je sais pas, Kluskar et René Girard, vous voyez. D'accord. Et avec cette double lecture, on arrive peut-être à la pensée de ce que disait Pascal, la pensée de finesse, vous voyez. Voilà, qu'on retrouve moins chez Descartes, vous voyez. D'accord. Alors, comment faire à votre avis pour désintoxiquer l'université de ces faux intellectuels et qui ont totalement endoctriné tous les enseignants et tous les étudiants? Comme par exemple, vous avez donné l'exemple de Bourdieu.
Tout le monde y croit. Alors comment faire pour C'est désintoxiquer simple, l'université, c'est il n'y a pas besoin d'aller à l'université, il suffit de faire circuler des livres qui expliquent pourquoi Bourdieu c'est du vent, notamment, je sais pas, des bouquins de Kluskar où il en parle, euh, des, des livres de meilleure qualité, vous voyez, et puis que les gens comparent, et ceux qui en comparant voient d'un seul coup ce qui est mieux et ce qui est moins bien, c'est comme en musique, c'est comme en cuisine. Si on a un peu de palais, quand on vous fait goûter un plat qui est pas très bon, pour démontrer que c'est pas très bon, vous faites goûter un plat qui est meilleur. Et en général, quand on a du palais, il n'y a pas d'ambiguïté, il y a pas de discussion en réalité, sur le meilleur et le moins bon. C'est comme pour la musique. Il faut un intellectuel très frelaté pour vous expliquer que Johnny Hallyday c'est aussi bien que Jean-Sébastien Bach. En réalité, non, il n'y a pas de discussion. Quand on écoute Bach, on voit d'un seul coup que la musique c'est quelque chose, et quand on écoute Annie Cordy à côté, on sait que c'est de la merde. Et quelqu'un qui vous explique que tout est relatif et que tout est question de contexte, etc., on sait que c'est un escroc. Vous voyez, voilà. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire que moi pour vérifier que des penseurs étaient meilleurs que d'autres, j'ai lu les deux, tout simplement, vous voyez. Et à un moment donné, il y a une puissance, une profondeur, une justesse, une finesse, Oui, oui, un oui. talent qui saute aux yeux des gens qui ont un peu de goût, de finesse. Puis Très ceux bien. qui sont des abrutis, ne voient pas. C'est-à-dire il y a comme des gens qui chantent faux. Il y a des gens qui chantent faux, qui n'ont pas d'oreille et qui se rendent pas compte que certains chanteurs sont des mauvais chanteurs. Moi, comme j'ai de l'oreille, j'ai fait de la musique. Quand j'écoutais Pavarotti à la fin de sa carrière, il chantait comme une patate. Vous voyez? Il y avait très longtemps qu'il ne savait plus chanter. Mais les cons disaient, ah, Pavarotti s'extasiait parce que c'est lui qui vendait des disques et que la télé vous expliquait que c'était bien. Et Pavarotti et Bourdieu, c'est un peu la même chose, vous voyez. Et puis quand on écoutait d'autres chanteurs moins connus, mais qui eux chantaient mieux, et puis que Pavarotti prenait le risque de chanter à côté de Placido Domingo, par exemple, dans les années 90, d'un seul coup, vous voyez que Domingo chantait bien mieux que lui. Parce qu'on a de l'oreille ou on n'en a pas, c'est tout. Alors, il y a des gens, effectivement, qui regardent les ventes, s'il y a marqué TF1 ou si le pouvoir valide, et puis il y a des gens qui savent, qui ont la sensibilité, le goût pour pouvoir juger un peu par eux-mêmes, et qui peuvent juger en comparant. Donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est pas lutter dans l'université pour prendre les places à la place des autres, parce que ça c'est toujours des combats de médiocres et des combats politiques. C'est à un moment donné dire, vous avez lu Bourdieu, lisez Kluskar, lisez même Baudrillard, vous voyez, c'est déjà plus fin. Et en comparant les lectures, on voit très bien qu'à un moment donné, Bourdieu, ça vous tombe des mains. C'est D'accord. intelligent, c'est creux, c'est frelaté, voilà. Et je pense que c'est la seule chose à faire. Et d'ailleurs, vous voudrez bien que l'université passe son temps à essayer de vous empêcher de lire des livres, en vous disant qu'il ne faut pas les lire. Moi, toute ma vie, c'est des gens qui vont à la Fnac et qui disent je voudrais le dernier bouquin de Sora, on leur dit n'achetez pas ça, c'est de la merde, c'est un fasciste, ou qui cachent le bouquin, vous voyez. Et en fait, c'est pareil. Voilà, il y a des gens, ils vous apportent pas la contradiction. Ils essayent de vous cacher ou de vous disqualifier sans jamais vous contredire sur ce que vous produisez. Et ça, c'est bon signe, vous voyez. Hein. Il y a une idée qui fausse un peu ce que vous venez de dire, c'est l'idée que tous les livres se valent, que tous les intellectuels, bon, si vous... Qui dit ça? Qui dit ça? Ben, si c'est l'idéologie dominante, Donc ça veut dire tout le monde a son avis, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de plus fort ou de à plus ce moment-là, pertinent. c'est un argument qu'il faut savoir mettre dans la gueule de vos adversaires. Ça veut dire en gros que Mein Kampf, ça vaut le capital, puisque tout se vaut. La vision du monde d'Adolf Hitler donc vaut celle de Karl Marx, puisque finalement c'est deux visions du monde relativement antagonistes. Non, mais il peut vous répondre, non, c'est extrême, Mein Kampf, c'est extrême. Il faut Si pas aller dans les extrêmes. Vous avez de la logique ou vous en avez pas? Si tout se vaut, il n'y a pas d'extrême. S'il y a de l'extrême, c'est que tout se ne vaut pas. Voilà. Sinon, si tout se vaut, il n'y a pas d'extrême. Donc, si tout ne se vaut pas, c'est qu'il y a des trucs qui sont plus ou moins extrêmes et donc à marginaliser. Donc, à un moment donné, tout se vaut. Non, il y a des critères de logique. Déjà, il y a des critères de bonne logique. On sait par exemple que la phénoménologie le bouquin de Sartre là qui a fait sa notoriété est un bouquin qui pose des tas de problèmes en termes de logique pure puisqu'il emploie il emploie le même terme selon plusieurs acceptions différentes, vous voyez. Donc il y a des critères objectifs quand même pour juger de la validité d'un texte si c'est pas un texte religieux, parce que pour un texte religieux c'est la révélation. Mais sinon pour un texte, je dirais laïque, c'est déjà la rigueur conceptuelle interne, vous voyez, le respect des règles de la logique, des règles aristotéliciennes. Et de ce point de vue-là, c'est un outil critique qui est valide. Il y a des théories qui sont logiquement indigentes, vous voyez, ou fausses, qui sont des sophismes, vous voyez. Et ça, c'est quand même assez facile de vérifier que parfois il y a des contradictions, des imprécisions,
la vision, par exemple, la vision sociale de Freud qui s'appuie sur ce qu'on appelle le totémisme et qui le conduit à écrire un bouquin comme Malaise dans la civilisation et d'une indigence totale. Et il est assez facile de démontrer qu'à partir de l'Oedipe, à partir du psychologique, à partir du familial, on ne peut pas penser le politique, puisque pour penser le politique, il faut intégrer les rapports de production et l'histoire, vous voyez. Et ça s'appelle penser, vous voyez. Et il y a quand même des critères objectifs de pensée qui permettent de comparer. Sinon, à ce moment-là, effectivement, on peut dire que Lacan, ça vaut Kant. Non, Lacan, ça vaut pas Kant. D'un point de vue de la logique pure, non, non. D'accord. Il y a aussi une autre difficulté que je rencontre moi-même lorsque je veux informer les gens. Ils me disent qu'ils n'ont pas besoin de lire, pas besoin de s'informer. Et puis de toute manière, si on lit quelqu'un, on va être endoctriné, on peut pas penser par soi. Donc il vaut mieux penser par soi au lieu de lire des livres. Alors comment faire pour leur dire qu'on ne peut pas penser par soi? Si, on peut penser par soi, mais la pensée, c'est un sport de haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut se former. Penser, c'est, comment dirais-je, la pensée, c'est pas la doxa, vous voyez, c'est pas l'opinion. L'opinion, c'est du verbiage. La pensée, c'est structuré, c'est des concepts. Des concepts, c'est des idées qui entretiennent des relations d'idées avec d'autres idées en respectant des lois de logique et qui, en plus d'être cohérentes logiquement, doivent être fonctionnelles, c'est-à-dire avoir un certain rapport avec la réalité. Et c'est l'articulation du cohérent et du fonctionnel qui permet de déduire qu'une pensée a une certaine validité parce qu'elle est à la fois logiquement cohérente et pratiquement fonctionnelle. Elle a un rapport avec la réalité. Et ça, on le vérifie par les sciences dures, c'est-à-dire que quand on produit une analyse sur le réel qui est pertinente, ça nous permet de déduire, c'est-à-dire de projeter, c'est-à-dire d'anticiper l'avenir. Quand systématiquement on se trompe dans l'anticipation, c'est que l'analyse est fausse, soit elle est incohérente logiquement, soit elle est cohérente logiquement, mais elle s'appuie sur des prémices historiques qui sont partielles ou fausses. Voilà. Donc là, je vous propose de la vraie pensée, vous voyez. Donc il y a quand même des règles dans tout ça, et c'est ce qu'on devrait enseigner en premier lieu, donc à l'université. Penser, ça s'apprend. Et il y a effectivement deux critères. Il y a la cohérence logique interne et la fonctionnalité, c'est-à-dire le rapport à la réalité, vous voyez. Parce qu'une pensée peut être cohérente d'un point de vue logique, mais n'avoir aucun rapport avec le réel. Ça fait quelque chose de très joli, mais qui ne sert à rien. Et elle peut avoir un certain rapport avec le réel, mais être pleine de fautes logiques, ce qui fait qu'elle finit par s'en éloigner. Donc, négativement, de façon hegelienne, on peut bien avoir une pensée qui a une certaine respectabilité, c'est parce qu'elle a un certain niveau de cohérence interne et un certain niveau de fonctionnalité, c'est-à-dire de rapport au réel. Et là, on voit très bien ce qui devient pertinent et ce qui ne l'est pas dans les offres théoriques qui se proposent à vous, vous voyez. Et actuellement, ça serait assez facile de voir les gens qui ont produit. Par exemple, moi, ce qui fait que je suis à peu près respecté malgré tout, c'est que dans certains de mes livres, je dis voilà les contradictions du système et voilà ce que ça va donner, les conséquences pratiques que ça va avoir, et que ces propositions que je fais qui sont des anticipations, des paris sur le réel à venir, se vérifient souvent, vous voyez. Et c'est parce que j'ai raison, on dit tiens, il a finalement raison, ça veut dire quelque chose, il a raison, ça veut dire que la raison est avec lui. Vous voyez, la pensée, c'est la raison. Donc on se dit, ça fait un certain nombre de fois que la raison est avec lui et qu'elle est plus souvent avec lui qu'avec les autres. Donc peut-être qu'il pense un peu mieux que les autres. Vous voyez, donc on va peut-être s'intéresser à ce qu'il pense et à ce qu'il dit. Ça, vous voyez bien que les tricheurs de la pensée essayent de prendre le pouvoir politique et de plaire au prince justement pour compenser ce déficit, je dirais, de raison. C'est-à-dire qu'ils ont souvent tort, mais finalement, ils continuent à régner parce qu'ils ont le pouvoir avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont payés pour mentir, vous voyez, d'une certaine manière. Mais tout ça a un certain niveau de réalité quand même. Quand je parle de ça à ceux qui m'écoutent en ce moment, ils se disent, tiens, c'est pas totalement faux. Et ils peuvent faire le lien avec des événements du quotidien, vous voyez. Des penseurs de cours qui sont là pour dire des bêtises, qui se sont trompés sur tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, en gros, que ce soit en économie, en géopolitique, en relations internationales, et puis ceux, pas comme moi spécialement, mais d'autres qui ont dit, vous verrez que si vous tapez sur la Libye, ça va être une catastrophe, parce que ça va déclencher tout un tas d'effets secondaires en Afrique centrale. Et ben on le vit aujourd'hui. Ceux qui ont dit comme moi, vous verrez que les révolutions colorées de Tunisie et d'Égypte ne sont pas du tout des soulèvements populaires qui vont amener plus de démocratie et plus de justice sociale, mais des colères populaires manipulées qui vont se retourner en leur contraire, c'est-à-dire en la domination du FMI sur des pays qui avant étaient un peu moins soumis, et à travers les frères musulmans, un islam frelaté qui est en fait un blocage du social au service en dernière instance du pouvoir économique mondialiste de l'empire, etc. Tout ça, je l'ai dit le jour même de
comment dirais-je, des révolutions à la télévision, et j'ai pris un pari sur l'avenir, et ce pari, je l'ai relativement gagné, ce qui fait que je suis d'un seul coup un penseur plus crédible que ceux qui étaient face à moi ce jour-là, et qui nous ont dit que c'était une révolution Internet, que Internet avait changé la donne, et que c'était la démocratie par Internet. Allez voir si en Égypte ou en Tunisie aujourd'hui, c'est la démocratie par Internet et le pouvoir au peuple. Et ces gens-là qui étaient face à moi s'appelaient Mafessoli, s'appelait un autre couillon, là, j'ai oublié le nom, l'un d'un réseau trotskiste, l'autre franc-maçon, et étaient des agents du pouvoir, des menteurs et des crétins. Voilà. Et c'est comme ça que je m'impose, je dirais, dans la catégorie du sérieux. Voilà, parce qu'à un moment donné, je prends des risques, j'annonce des choses, parfois je me trompe, mais je me trompe moins souvent que ceux qui sont en face de moi. Vous voyez. Et là, on est dans ce que c'est que la pensée. La pensée, c'est ça. Un plombier, c'est fait pour réparer la fuite que vous avez sous votre évier, et un penseur, c'est fait pour comprendre le réel et anticiper. Vous voyez, pour éviter aux hommes des accidents graves, je dirais aux sociétés humaines des accidents graves, c'est-à-dire des guerres, des crises économiques, voilà. Ça sert à ça, là, en dernière instance, la pensée. Hein. C'est pas juste esthétique. Hein. Ça sert à guider, à aider les communautés humaines à se guider dans le dédale du réel complexe pour ne pas subir trop de, comment dirais-je, d'accidents. Vous voyez, ça sert à ça. Ça a toujours servi à ça depuis Platon, en passant par Kant jusqu'aux penseurs les plus récents. Hein.